été créé il y a 3 ans, au départ par un groupe d'amis, donc à Belfort, sur le constat en fait du côté malheureusement encore tabou de la décroissance. Donc on s'est dit qu'un des moyens d'action, c'était de faire de l'information. Le public qu'on visait à la création de l'association, c'était vraiment les jeunes. Donc on souhaitait intervenir dans les lycées et dans les écoles supérieures. On a développé le support pédagogique que je vais utiliser ce matin là, pour les interventions dans les écoles. Donc vous verrez que c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins théorique que l'intervention d'Yves Duplan précédemment. C'est très pédagogique. Concernant nos interventions dans les écoles, pour l'instant c'est un échec parce qu'en fait on a fait une demande d'agrément au niveau de l'Académie de Franche-Comté et donc on a eu un refus. On a eu un refus sur notre demande d'agrément, pourtant on avait quand même, vous verrez le support est vraiment robuste, on est très factuel, toutes nos sources sont citées, donc on était bien conscient que c'était un sujet très sensible. Mais c'est vrai que ça a été quand même une déception du refus et en plus le refus n'a pas été vraiment justifié, ils ont mis des raisons, je dirais, fallacieuses. Ils n'ont absolument pas attaqué le fond, le refus était basé vraiment sur le fait qu'on était une association trop jeune, avec peu de moyens financiers, alors qu'on est tous bénévoles, donc c'est pas vraiment une raison. Le recteur a toujours refusé de nous rencontrer parce que nous on voulait faire cette présentation. En fait les agréments sont donnés par une commission, donc on souhaitait nous faire la présentation à la commission. Donc ça a été refusé, on a demandé à rencontrer le recteur, ça a été refusé. Et en fait je suis un peu content aujourd'hui d'être à l'université de Franche-Comté parce que quelque part c'est un peu un pied de nez au recteur, même si c'est pas au travers de l'enseignement. On est également relais local de la revue Silence. Silence, c'est la plus vieille revue d'écologie en France. C'est une revue indépendante qui est gérée par une association de loi 1901. Il n'y a pas de publicité. Il y a une 50aine d'adhérents. Il y a 4 salariés à temps partiel. C'est une belle revue. C'est un mensuel sur l'écologie, les alternatives et la non-violence. De façon objective, il est de 0,74 degrés au cours du XXe siècle. Donc, sur toutes les études qui ont été menées sur le sujet, il y a vraiment le consensus. Il y a, au niveau de la communauté scientifique, sur l'origine humaine du réchauffement climatique, avec l'émission de gaz à effet de serre, le CO2 en premier, mais pas uniquement, aussi le méthane, le protoxyde d'azote. Et donc il y a eu la COP21 il n'y a pas longtemps à Paris, donc la COP21 qui veut limiter la hausse du réchauffement climatique à 2 degrés avant la fin de ce siècle. On parle beaucoup du réchauffement climatique, on parle un peu moins de la chute de la biodiversité. La biodiversité s'effondre. Donc ça c'est des indices qui ont été développés par WWF. Donc au niveau des mammifères, moins 39%, au niveau des batraciens, moins 76%, au niveau des poissons, moins 39%, donc la biodiversité s'effondre de façon extrêmement rapide. Beaucoup d'autres formes de pollution, l'élévation du niveau des océans qui est liée en partie au réchauffement climatique, l'eau se dilate. La pollution atmosphérique, le trou dans la couche d'ozone, on a entendu beaucoup parler, la pollution des sols, avec tous les intrants qu'on met, les intrants chimiques, que ce soit les engrais ou les pesticides, la pollution des aquifères et la pollution des océans. Le constat humain, j'ai dit tout à l'heure, il est un peu moins connu. Donc, avec la croissance, tout le monde s'enrichit. Mais il y en a qui s'enrichissent plus que d'autres. La plus haute, c'est l'évolution du PIB en dollars entre 2005 et 2013. Donc, la France, on est bien placé. Le PIB a augmenté de 7 623 $ par habitant.
entre 2005 et 2013. Par contre, si on prend la courbe la plus basse, l'Afrique subsaharienne, dans le même temps, il a augmenté de 863 $. Donc ce qu'on voit, c'est que tout le monde s'enrichit, mais les inégalités, ben, elles explosent, puisque les riches s'enrichissent beaucoup plus vite que les pauvres. Et donc, des chiffres qui sont faciles à retenir, hein, 20% de la population mondiale, donc l'Occident détient 80%, consomme 80% des ressources naturelles. Les pays du Sud disposent de la majorité des ressources naturelles, mais elles sont pillées par les pays du Nord. Leur exploitation ne profite pas à la population locale. En 2013, le chiffre d'affaires d'Areva était de 9,2 milliards d'euros en exploitant les mines d'uranium du Niger, et le PIB du Niger était de 7,4 milliards d'euros. On a vu que les inégalités augmentaient entre les pays riches et les pays pauvres, mais même au sein d'un pays, les inégalités augmentent également entre riches et pauvres. Donc un indicateur qui est souvent utilisé, c'est le rapport interdécile. Donc c'est la division entre le revenu minimum des 10% les plus riches divisé par le revenu maximum des 10% les plus pauvres. Donc plus il est bas, plus les salaires sont homogènes. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'en France, basé sur cet indicateur, les inégalités ont décru en gros jusque dans les années 90, et elles ont recommencé à croître après, de façon lente, mais elles ont recru. Il y a pas mal de gens qui critiquent cet indicateur. Donc il y a d'autres indicateurs qui ont été mis en place, dont l'indicateur de Gini. Plus il est proche de 0, plus on s'approche de l'égalité absolue, tout le monde a les mêmes revenus. Plus il est proche de 1, plus c'est l'inégalité absolue, c'est-à-dire un seul individu reçoit tous les revenus. Et là, sur cet indicateur, on voit la même tendance que tout à l'heure, mais si précédemment la reprise des inégalités en France était moins visible, sur cet indicateur, du coup, ça devient beaucoup plus visible. Alors, dans cette société de la compétition dans laquelle on est, ceux qui sont costauds, ils sont devant et puis ils tirent bien leur épingle du jeu. J'en fais partie. Et puis ceux qui sont plus faibles, ils sont derrière, ils souffrent. Donc, par exemple, aux États-Unis, le taux de suicide chez les 35-64 ans a augmenté de 28% entre 1999 et 2010. La France, elle est championne dans la consommation des psychotropes. Hein, on est super riche, mais on n'est pas si heureux que ça, puisque voilà, on a un recours très élevé. Si on consomme beaucoup de psychotropes, c'est pas qu'on est si heureux que ça. En 5 ans en France, les hospitalisations psychiatriques sous contrainte ont augmenté de 50%. 43 000 en 2006 contre 63 000 en 2011. Après, il y a le développement de maladies liées à la pollution et au mode de vie occidental. L'asthme touche 4 millions de personnes en France. Alors cette maladie est à l'origine de 1000 morts par an. Et les particules fines, on entend beaucoup parler de la pollution aux particules. Donc 42 000 décès prématurés par an. Donc ça, c'est pas une association d'écologistes qui le dit, c'est le ministère de l'écologie et du développement durable qui annonce ce chiffre de 42 000 décès prématurés liés aux particules. Il y a l'obésité qui explose dans les pays dits développés, mais pas uniquement, aussi dans les pays en voie de développement. 39% des adultes dans le monde sont obèses ou en surpoids, ce qui entraîne 2,8 millions de décès par an. En France, l'obésité était de 15% en 2012 contre 6,1% en 1980. Donc c'est lié à notre régime alimentaire et c'est aussi lié à la sédentarité. On est de plus en plus inactifs. Il y a le diabète aussi qui explose. Le nombre de personnes diabétiques en France est passé de 1,6 à 2,9 millions entre 2000 et 2009.
Le pic de pétrole, beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent le pic de pétrole. Il a été découvert par Huber, donc il est aussi appelé pic de Huber. C'est un géologue. Donc quand on exploite une ressource non renouvelable, eh bien la production augmente pendant un certain temps. Et une fois qu'on est arrivé à avoir exploité 50% de la ressource, approximativement, on le verra tout à l'heure, la production, indépendamment de la demande, la production baisse. Donc ça, c'est pour montrer que les ressources non renouvelables, elles sont limitées. On ne pourra pas les exploiter éternellement. Alors, pour ce qui est du pétrole conventionnel, le pic de pétrole, donc le maximum de la production dans le monde, a été atteint en 2005. Et il décroît depuis. Par contre, la consommation dans le monde de fluides énergétiques, elle continue de croître parce que c'est compensé par les combustibles non conventionnels et par les agrocarburants. Donc les fluides énergétiques continuent à augmenter, mais le pétrole conventionnel, lui, commence à décroître. On parle beaucoup du pétrole, mais en fait, comme je l'ai dit précédemment, c'est valable pour tout ce qui est non renouvelable. Donc les métaux, l'argent, l'or, le cuivre, l'acier, également le sable, on parle beaucoup du sable en ce moment. Donc pour compenser, comme on consomme de plus en plus de pétrole dans notre société, on verra pourquoi tout à l'heure, pour compenser la déplétion du pétrole conventionnel, donc on exploite maintenant des pétroles non conventionnels, pétrole et gaz, combustibles non conventionnels. Donc le caractère non conventionnel dépend du mode d'extraction. Dans le pétrole et dans le gaz conventionnel, on exploite dans des poches qui sont faciles, des réservoirs à forer. Et dans le non conventionnel, le pétrole et le gaz se trouvent dans des couches poreuses ou dans des roches qu'il faut fracturer. Pour la fracturation hydraulique, vous en avez entendu parler pour l'exploitation du gaz de schiste. Donc on utilise un mélange d'eau avec des produits chimiques qui vont rester dans le sol. Donc ces produits chimiques, j'avais noté ici, c'est trois grandes familles parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur les produits qui sont utilisés pour la fracturation hydraulique. Donc il y a trois grandes familles. Il y a des acides, donc pour dissoudre le calcaire. Il y a des biocides pour tuer tout ce qui est vivant qui pourrait endommager les machines. Et puis des lubrifiants également pour préserver les machines qui exploitent les combustibles non conventionnels. Alors le problème de l'exploitation du gaz de schiste, c'est que, indépendamment du produit qui est utilisé pour la fracturation hydraulique, c'est qu'il y a énormément de fuites. Donc il y a beaucoup de méthane qui s'échappe à l'atmosphère qui n'est pas capté. Et le méthane est 23 fois plus générateur d'effet de serre que le CO2. Donc du coup aujourd'hui le bilan au niveau réchauffement climatique, le bilan gaz à effet de serre du gaz de schiste, il est équivalent à celui du charbon. Le problème c'est qu'après le transport dans un sens de l'eau et des produits chimiques pour la fracturation, dans l'autre sens des effluents qui des fois sont traités de façon sauvage sur place, et du gaz, tout se fait par camion. Bien sûr il n'y a pas de gazoduc. Et puis également l'exploitation des sables bitumineux donc, au Canada, en Alberta. Donc là, le pétrole est mélangé avec du sable. Donc on enlève tout ça, on chauffe pour fluidifier le pétrole et pour pouvoir l'exploiter. Bien sûr, on comprend bien que l'impact environnemental de l'exploitation de ces combustibles non conventionnés n'a rien à voir avec l'exploitation du pétrole conventionnel. L'empreinte écologique, c'est la surface nécessaire pour produire, mais également pour absorber nos rejets.
Et donc, elle est exprimée en hectares. On peut voir là sur l'histogramme, donc un habitant du Koweït, donc il lui faut 11 hectares par personne, à la fois pour produire ce qui est renouvelable, mais également pour absorber ses rejets. En France, on est à 5 hectares par habitant. Et puis, les pays pauvres, eux, sont beaucoup plus bas. Alors, il y a un seuil soutenable là, sur cette diapositive à 1,6 hectares. On verra après comment on a réussi à déterminer ce seuil soutenable. Mais en gros, dès qu'on est au-dessus, on vit à crédit. Hein, on consomme plus que ce que la planète est capable de nous donner et que ce qu'elle est capable d'absorber en termes de rejets. Alors le seuil soutenable, c'est la taille des terres bioproductives en hectares. Donc elles sont aujourd'hui sur Terre d'un peu moins de 12 milliards d'hectares sur les 51. Et donc on est un petit peu moins de 7 milliards d'habitants. Et donc quand on fait cette division, on arrive au fameux... Alors après, la répartition de cette empreinte écologique, souvent les gens pensent que voilà, le transport, la voiture, l'avion, c'est vrai que c'est important, mais quand on regarde dans le détail, vous voyez là par exemple sur le camembert, là c'est l'empreinte écologique au niveau qui a été déterminée au niveau de l'empreinte de l'aire urbaine de Toulouse par volet de consommation. Alors, on voit que la mobilité, c'est pas tant que ça, 14%. Et on voit que les deux gros contributeurs, c'est l'alimentation et les biens, ce qu'on achète. À partir du moment où on fait le lien avec la population, le raccourci est assez rapide pour dire on est trop nombreux sur Terre. Effectivement, donc la démographie a un impact majeur. Mais ce qu'on peut dire, c'est que s'il y a trop de personnes sur Terre, c'est chez les riches qu'il faut les trouver, trop. C'est pas chez les pauvres. Si on est trop nombreux, c'est les riches qui sont trop nombreux. Ce qu'on constate, c'est dans tous les pays, quand le pays se développe, à un moment, lié à l'éducation, simultanément la mortalité et les naissances diminuent. Donc, les démographes, alors je ne connais pas les dernières tendances, mais voilà, disent que la population sur Terre se stabilisera à la fin de ce siècle. L'empreinte écologique, donc jusqu'à maintenant, j'en ai parlé en hectares. C'est pas forcément facile, l'hectare, ça parle pas forcément, 1,6 le seuil soutenable, donc c'est souvent converti en planète. Ça parle beaucoup plus. Donc là, je vais parler en planète. Donc une empreinte écologique de 1 en une planète, c'est le seuil soutenable, c'est consommer ce que la planète est capable de nous donner. C'est plus facile à retenir. Et ça intègre tout de suite la population mondiale, qui varie. Donc aujourd'hui, l'empreinte écologique d'un Français moyen, elle est de 3. C'est-à-dire qu'on consomme 3 fois plus que ce que la planète est capable de nous donner. Et cette empreinte, on est passé de 1 à 3 rapidement, puisqu'en fait on a dépassé 1 en 1975. Donc souvent on dit aux objecteurs de croissance qui veulent nous faire retourner aux cavernes, non, il n'est pas question de retourner aux cavernes, il faudrait juste revenir à notre niveau de vie de 1975. Moi j'étais enfant en 1975, on vivait pas mal. Le chômage était de 3,3%, contre presque 11 aujourd'hui, le 10,4 doit être en retard. Et le pouvoir d'achat n'a pas augmenté tant que ça, de 23% en 40 ans. Donc voilà, quand on veut caricaturer les objecteurs de croissance, on dit voilà, ils veulent nous faire retourner aux cavernes, non. Il suffirait juste de revenir à un mode de vie similaire et non pas identique, mais similaire à celui de 1975. Pour commencer cette partie sur l'économie, on rappelle l'équation du nénuphar qui a été mise en avant par Albert Jacquard.
Donc si on considère que des nénuphars doublent de surface tous les ans et qu'ils recouvrent un lac en 30 ans, au bout de combien de temps est-ce qu'ils ont recouvert la moitié du lac? Bon, la réponse elle est sur le graphique, donc c'est facile. Mais quand on pose la question sans le graphique, souvent les gens spontanément disent 15 ans, ben non, c'est 29 ans. Hein. À 29 ans, on a recouvert 50% du lac, et puis comme on double, à 30e année, les nénuphars ont recouvert tout le lac. Et ce qui fait que le soleil ne rentre plus et que toutes les formes de vie qui étaient présentes dans le lac disparaissent, puisque le soleil ne rentre plus. Donc cette équation du nénuphar, elle est importante pour comprendre le côté exponentiel de la croissance. Quand on parle de croissance à 2%, 1%, voilà, ça semble pas énorme, mais c'est pas linéaire. 2% aujourd'hui, c'est pas 2% il y a 30 ans. Hein, il faut bien voir ce côté exponentiel de la croissance. À la 25e année, les nénuphars n'occupent que 3% du lac, donc la situation paraît sous contrôle, hein, 3%, voilà, tout va bien. Et puis d'un seul coup, le phénomène explose. Pour vraiment insister sur le côté exponentiel de la croissance économique, voilà un petit tableau qui montre par exemple qu'une croissance à 2%, hein, qui fait rêver nos responsables politiques, ben on arrive à un doublement tous les 36 ans, hein, donc c'est très rapide. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'un 2% aujourd'hui n'a pas du tout le même poids qu'un 2% il y a 30 ans. Et même à 1%, on arrive à un doublement tous les 72 ans, donc c'est... PIB, donc qui mesure la production de richesses et de services dans un pays donné, c'est en gros c'est le chiffre d'affaires d'un pays. Le PIB, c'est bien, il mesure tout. Hein, donc quand on répand des pesticides, ben, il a fallu les produire, ces pesticides, donc ça fait monter le PIB. Et puis quand on ne peut plus boire l'eau du robinet parce qu'elle est trop polluée, comme chez mes beaux-parents par exemple dans l'ouest de la France, ben, on boit de l'eau en bouteille. Et ça c'est pareil, c'est bien, ça fait augmenter le PIB. La croissance économique mondiale, elle est directement liée au prix de l'énergie. Quand on a de l'énergie bon marché, eh ben, la croissance est là. Alors il y a un petit déphasage parce qu'il y a un phénomène d'inertie, il y a un déphasage d'un an entre le prix du pétrole et la croissance. Mais quand le pétrole est cher, ben, la croissance s'effondre. Et puis quand le pétrole est bon marché, la croissance économique, elle explose. Donc le combustible de la croissance économique, c'est vraiment l'énergie bon marché. On a eu des esclaves par le passé, des vrais esclaves. Hein. Mais ça n'a pas tellement changé puisqu'aujourd'hui on a des esclaves énergétiques. Donc en fait on consomme beaucoup d'énergie. Pour se déplacer, pour se chauffer, pour manger. Et donc, ben, cette énergie vient du pétrole bon marché. Et si on convertit l'énergie en kilowattheure, si on le convertit en un travail équivalent d'un esclave, d'un vrai esclave, ben, un Français moyen, il dispose de 400 esclaves énergétiques. Et si on convertit un plein d'essence de 30 litres dans une voiture, ben, pour obtenir le même travail, le même nombre de kilowattheures, ben, un esclave, en travaillant 10 heures par jour, il faudra qu'il travaille pendant 1 an et demi pour fournir le même travail que l'énergie qui est contenue dans un plein de 30 litres d'essence. Alors cette diapositive, c'est la diapositive majeure de la présentation. On l'a cherchée pendant très longtemps, on ne l'a pas trouvée, donc on s'était dit, ben, on va la faire, donc on l'a faite. Il y a Hervé Kempf qui a écrit un bon livre que je vous conseille, Comment les riches détruisent la planète. Mais en fait, là, voilà, c'est résumé en une image. En abscisse, c'est le PIB par habitant en dollars. Et en ordonnée, c'est l'empreinte écologique en hectares par habitant. On retrouve de nouveau le seuil soutenable, le vert en bas, là, le seuil soutenable des 1,6 dont on a parlé précédemment. Et au-dessus, c'est tout ce qui est non soutenable. Donc la France, vous voyez, on est ici.
Donc ça, c'est pour illustrer le fait que plus on est riche, plus on pollue. Alors après, à PIB égal, on peut être plus ou moins vertueux. Donc ça, c'est la politique. Dans les pays scandinaves, par exemple, voilà, ils sont plus attentifs à l'environnement. Donc, ou l'Allemagne, hein, si on prend à cette hauteur-là, voilà, l'Allemagne, on voit qu'elle est dans le bas du fuseau, donc elle est plus vertueuse à PIB égal qu'un habitant des Émirats ou du Koweït, on s'en doute un tout petit peu. Il y a la position un petit peu bizarre du Danemark, là que j'explique pas trop. Il y a deux points aberrants, la Suisse et la Norvège. Donc on a demandé à différents économistes la raison. Je pense que la raison principale, c'est lié au niveau de vie. C'est des pays où le niveau de vie est très élevé. En gros, peut-être 2 fois plus que la France. Donc c'est pas parce qu'une pizza coûte 2 fois plus cher qu'elle pollue 2 fois plus. Donc moi, l'explication principale de la Suisse et de la Norvège, là, c'est le niveau de vie qui est très élevé. Il y a aussi d'autres explications. C'est des pays qui ont des balances commerciales excédentaires. Donc on peut dire que quelque part, ils sont riches, mais qu'ils n'ont pas encore dépensé leur argent, donc ils n'ont pas encore pollué. Alors dans le système actuel, la croissance, elle est nécessaire. Serge Latouche dit qu'il n'y a rien de pire qu'une société de croissance sans croissance. Donc voilà, dans le système actuel, on a besoin de croissance. On verra tout à l'heure qu'on a besoin de changer de paradigme, mais aujourd'hui, on a besoin de croissance. On a besoin de croissance en premier pour payer les intérêts de la dette. On vit à crédit, on a un déficit qui varie, il était de 7% il y a quelques années encore, on essaye de se rapprocher difficilement des 3% que l'Europe nous impose. Et donc cette dette, elle augmente, on paye des intérêts sur la dette, et la croissance, c'est un moyen de ne pas plonger complètement. Ça, c'est aussi un argument qui est souvent donné par les pro-croissance en disant oui, mais la croissance permet de lutter contre le chômage. Donc dans notre système actuel productiviste, plus la productivité augmente, plus on détruit des emplois. Et un moyen actuel dans cette société de croissance pour limiter le chômage, c'est la croissance qui permet de créer de nouveaux besoins. Schumpeter parlait de destruction créatrice. La hausse de la productivité détruit les emplois et en crée d'autres. Les pro-croissance aussi pensent que la main invisible, la loi du marché, permet de tout régir. Donc non, la loi du marché ne permet pas de tout régir. L'exemple qui est souvent donné, c'est la réserve halieutique, donc c'est les poissons. Donc même la Commission européenne, qui est relativement libérale, impose des quotas de pêche. Donc plus on pêche de poissons, plus la réserve diminue. Plus la réserve diminue, plus les prix augmentent. Et plus les prix augmentent, et plus les pêcheurs sont tentés de pêcher beaucoup de poissons. Jusqu'au moment où la réserve disparaît. Donc après, dans les solutions qui sont... Donc là, c'est un peu un constat de tous les problèmes qu'on a. Dans les solutions qui sont proposées, donc il y a le développement durable d'un côté, et puis la décroissance de l'autre. Moi, personnellement, j'ai commencé à m'intéresser à l'écologie à l'adolescence. J'ai découvert la décroissance à peu près en 2000. Et pendant pas mal d'années, je me suis posé la question, voilà, j'étais un peu hésitant entre développement durable et décroissance. Donc on va voir un petit peu ce que le développement durable propose, puis après ce que propose la décroissance. Donc le développement durable, la définition, c'est un développement qui satisfait les besoins de la génération actuelle sans priver les générations futures. Donc elle a été évoquée pour la première fois en 1987 dans le rapport Brundtland.
Et donc les bases du développement durable ont été posées au premier sommet de la Terre en 1972. Donc le développement durable, son but c'est de concilier le développement économique, le social et l'environnemental. Par contre, la croissance économique perpétuelle n'est jamais remise en question. Donc ce que propose le développement durable, c'est le développement de l'efficacité énergétique, avoir des équipements qui sont plus efficaces, des voitures qui consomment moins, passer de l'extraction au recyclage, et passer des énergies fossiles et de l'atome aux énergies renouvelables. Le recyclage c'est bien, mais qu'il faut bien comprendre que c'est très limité. C'est valable pour l'électronique. L'électronique utilise beaucoup d'or et on est incapable de le récupérer. Regardez les limites du développement durable, donc la réduction de certains polluants uniquement. Si on regarde de nouveau dans le rétroviseur, les polluants qui ont diminué, il y a certains polluants atmosphériques, c'est vrai, notamment les SOx, le NOx, les particules, mais après pour les autres polluants, ils ne font qu'augmenter. On a vu également que le développement durable faisait la promotion des agrocarburants, mais ce qui est prélevé pour faire rouler sa voiture, c'est ce qui ne va pas pour manger. Donc là, de nouveau, se pose la question de choix entre mettre quelque chose dans son réservoir ou permettre à d'autres de s'alimenter. L'impossible découplage entre croissance économique et empreinte écologique. Donc ça c'est vraiment important. Nos adversaires ne contestent pas le fait que la croissance matérielle infinie est impossible. Ils ne le contestent pas. Par contre, les adeptes du développement durable et de la croissance verte disent on peut avoir une croissance économique positive en diminuant son empreinte écologique. Ben ça c'est une chimère. C'est faux. Tout ce qu'on a cru être dématérialisé, c'est tout sauf dématérialisé. Le meilleur exemple, c'est Internet. Internet, on pense que c'est dématérialisé, mais en fait, ça nécessite énormément de ressources pour produire les câbles, les ordinateurs, les smartphones, et énormément d'énergie pour faire tourner Internet. Précisément, je ne sais pas, mais ce qui était dit il y a peu de temps, c'était que la consommation d'électricité et d'Internet dans le monde, c'était la consommation de la France. C'était équivalent à la consommation de la France. Donc le développement durable ne remet pas en question l'impossibilité d'une croissance infinie dans un monde fini. Et puis l'effet rebond, qui est assez connu, qui est souvent mis en avant par les objecteurs de croissance, c'est que la baisse de coût d'une pratique n'entraîne pas que des économies, cela fait aussi augmenter son utilisation. Je viens donner l'exemple de la voiture. Personnellement, je vais au travail à vélo, donc je suis content, on se donne bonne conscience. C'est bien, hein, mais l'argent que j'ai pas mis en essence dans ma voiture, je vais l'utiliser en autre chose. Et cette autre chose, il aura aussi un impact environnemental, plus ou moins élevé dans ce que je vais acheter, mais il aura aussi un impact environnemental. Donc c'est ça l'effet rebond. On fait des appareils de plus en plus performants, mais on consomme de plus en plus. Maintenant, on va parler de la décroissance soutenable. On a vu qu'on allait être confronté assez rapidement à des problèmes de ressources. Que les ressources non renouvelables ne sont pas infinies. Les fondements de la décroissance, donc on a beaucoup parlé, précédemment, Yves Duplan a parlé de Nicolas Georgescu-Roegen, donc lui c'était un économiste. Donc lui c'est le premier qui a dit que l'économie ne fonctionnait pas comme la mécanique, c'est-à-dire rien ne se perd, rien ne se crée, plus se transforme. C'est le premier qui a dit non, l'économie fonctionne comme le deuxième principe de la thermodynamique, l'entropie. Et puis un autre livre fondateur, aussi un autre rapport fondateur, c'est les limites à la croissance. Donc pour le nom de notre association, on ne s'est pas trop foulé, on a repris ce nom-là. Donc c'est un rapport qui a été commandé par le Club de Rome à 3 scientifiques du MIT qui n'étaient absolument pas des écologistes à la base, c'était des scientifiques des systèmes. Donc on leur a demandé de modéliser l'évolution de différents paramètres. Mais voilà, les deux ouvrages, vraiment les deux fondateurs dans les années 70
de la décroissance, c'est Nicolas Georgescu-Roegen en tant qu'économiste, et puis les limites à la croissance, qui est aussi connu sous le nom de rapport Meadows, puisqu'il y avait un couple dans les trois scientifiques. Donc la décroissance soutenable s'oppose au modèle productiviste, et elle s'oppose au développement durable, si défini comme nécessitant une croissance perpétuelle. Sur la notion de l'entropie, c'est vrai que c'est une notion qui n'est pas facile à comprendre, cette dégradation perpétuelle. Plus l'entropie d'un système augmente, plus la part d'énergie utilisable est faible. J'ai mis comme illustration un tube de dentifrice, c'est un moyen simple de bien comprendre l'entropie, c'est que c'est assez facile de faire sortir le dentifrice du tube, mais essayer de remettre, une fois que vous avez tout sorti, essayer de le remettre dans le tube, c'est impossible. Donc l'entropie, c'est ça. On ne peut pas revenir à la situation initiale. La loi des rendements décroissants, donc théorie économique développée par David Ricardo. Donc on exploite d'abord ce qui est facile et accessible, et puis plus ça devient difficile, plus l'exploitation devient coûteuse, et à un moment on arrête parce que c'est plus rentable. Donc c'est le cas, on l'a vu avec les combustibles non conventionnels, pétrole et gaz, qui coûtent beaucoup plus cher à exploiter que le conventionnel. Et plus on avancera dans le temps, plus cette exploitation sera difficile et coûteuse. Ça a été évoqué également précédemment, c'est-à-dire que d'un point de vue économique, la loi des rendements décroissants, elle montre que, à un moment, quand on exploite quelque chose, c'est plus rentable économiquement, mais c'est aussi au niveau énergétique. Les sables bitumineux de l'Alberta, qu'on a vu précédemment, il faut les chauffer. Pour les chauffer, on utilise le pétrole. Et donc, si pour exploiter 1 litre de pétrole, il faut utiliser 1 litre de pétrole pour arriver à exploiter 1 litre, c'est plus rentable et on arrête. C'est le ratio d'énergie produite sur l'énergie investie. La décroissance met beaucoup en avant la notion de résilience. En mécanique, c'est la capacité de résistance à des chocs répétés. Elle permet l'utilisation d'une solution secondaire lors d'une perturbation écologique, économique ou naturelle. Moi j'aime bien illustrer l'itinéraire bis. Quand le système principal est défectueux, on a une solution de secours et c'est pas l'effondrement. Donc un exemple, l'agriculture urbaine permet de se nourrir lorsque les canaux d'approvisionnement classiques sont inopérants. Quand on a un poêle à bois bûche chez soi, c'est un bon moyen de se chauffer, parce que personnellement j'ai une chaudière à gaz. Donc s'il y a une panne d'électricité, ma chaudière ne marche plus, mais si on a un poêle à bois, on peut à bois bûche, on peut continuer à se chauffer. Donc c'est ça la résilience, c'est avoir un système secondaire qui est capable de prendre le relais pour éviter l'effondrement. La décroissance soutenable également, c'est l'acceptation des limites. C'est le fait que tout n'est pas possible et qu'il faut accepter les limites. Là, l'exemple qui est donné pour illustrer l'acceptation des limites, c'est une loi en Suisse. Donc la Suisse, c'est un pays qui est petit, qui est peuplé, dans lequel il y a beaucoup de montagnes. Et donc ils avaient un petit peu les mêmes problèmes que nous d'urbanisme, c'est-à-dire l'urbanisme à l'horizontale qui mange de plus en plus de terres arables. Et donc ils ont pris une mesure radicale, c'est-à-dire qu'on ne peut plus prendre des terres arables si on n'en libère pas. C'est-à-dire qu'ils veulent que la surface de terre arable en Suisse soit stationnaire. Contrairement à la France où on perd l'équivalent actuellement d'un département tous les 7 ans. Donc eux, ils ne perdent plus de terre arable. Et donc leur objectif, c'est de conserver l'indépendance alimentaire. Alors souvent, il y a des amalgames qui sont faits entre la décroissance et puis la croissance négative, la crise qu'on a vécue après la crise financière des subprimes de 2008. On a connu des périodes de croissance négative. Aujourd'hui, c'est pratiquement la même chose, parce que c'est une croissance molle. Donc la décroissance, ce n'est pas une croissance négative.
La décroissance, c'est vraiment un changement de paradigme. Donc, dans la croissance négative, qui est la crise actuelle, on a une hausse du chômage. La décroissance, ce qu'elle propose, c'est une baisse du chômage par la relocalisation, le partage du travail et la baisse de la productivité. La croissance négative, c'est une baisse du pouvoir d'achat, alors que la décroissance soutenable propose une diminution des inégalités. Et dans le système actuel, l'État a recours à l'endettement pour relancer la croissance. On a une croissance à crédit. Et la décroissance soutenable, elle propose une amélioration de la qualité de vie. Donc voilà, si vous avez des gens qui vous disent la décroissance, on est dedans, vous voyez ce que ça donne, le chômage explose et tout, non, c'est de nouveau, c'est caricatural, c'est comme quand on dit aux objecteurs de croissance qui veulent nous faire retourner dans les cavernes. Donc après, dans les solutions pratiques que propose la décroissance, limitation de la publicité au début, on avait mis interdiction de la publicité. Personnellement, j'en ai rediscuté avec Serge Latouche, lui il est pour l'interdiction dans certains domaines, par exemple dans le domaine public, et puis une taxation très forte dans d'autres domaines, dans les médias par exemple. Donc c'est pour ça qu'on a mis limitation au lieu d'interdiction. La gratuité du bon usage et l'enchérissement du mésusage, donc par exemple sur l'eau, définir un seuil de bon usage, de consommation d'eau qui serait gratuit, et puis au-delà duquel le mésusage serait payant et cher. Ça permettrait à la fois d'éviter le gaspillage, mais aussi de lutter contre les inégalités. L'instauration d'un salaire maximum, c'est très important. On peut discuter longtemps du ratio entre le salaire minimum et le salaire maximum. Les avis sont partagés, c'est pas la question, mais ce qu'on voit bien, c'est qu'aujourd'hui, où des patrons du CAC 40 gagnent 400 fois le SMIC, c'est juste pas possible. Rien, ni les responsabilités, ni le temps de travail, ne peut justifier des écarts de salaire comme aujourd'hui. La relocalisation, pourquoi produire à l'autre bout du monde ce qu'on est capable de produire en France ou proche de chez soi. Il y avait Pierre Rabhi qui donnait souvent l'exemple vrai de deux camions de tomates qui se sont... Il y a eu un accident en France, c'était un camion de tomates d'Espagne, les tomates avaient été produites en Espagne, elles allaient aux Pays-Bas, et puis l'autre camion, c'était un camion de tomates des Pays-Bas qui allait livrer en Espagne, et les deux camions se sont télescopés. Au niveau de l'énergie, Negawatt propose un scénario tout à fait crédible pour la transition énergétique, reposant à la fois sur la sobriété, l'efficacité et le développement des énergies renouvelables. Les monnaies locales ou complémentaires, donc qui n'ont de valeur qu'au sein d'une communauté et qui encouragent à acheter des biens et des services produits localement et rend impossible la spéculation. Aujourd'hui, au niveau de l'euro, les euros qui sont dans l'économie réelle, donc qui vous permettent d'acheter votre baguette, qui vous permettent d'acheter une voiture ou votre maison, c'est moins de 2% des euros en termes de transactions qui sont dans l'économie réelle. Alors moins de 2, ça varie entre un 6 et un 8, suivant les sources. Tout le restant, c'est dans la spéculation financière. Donc l'avantage d'une monnaie locale ou complémentaire, c'est qu'elle rend impossible la spéculation. Le progrès doit être évalué afin de s'assurer de son bénéfice réel pour l'humanité. C'est-à-dire que le progrès, il doit bénéficier à tous et pas à une minorité. La taxation également du patrimoine, parce que dans une société en décroissance, on le voit aujourd'hui avec la crise, les inégalités explosent. Donc dans une société en décroissance, ceux qui possèdent ça ferait exploser les inégalités, posséderaient encore plus. Donc l'un des moyens de lutter contre les inégalités dans une société en décroissance, c'est la taxation du patrimoine. Donc il y a déjà des initiatives qui fonctionnent dans le monde par rapport à la décroissance. Donc il y a les villes et territoires en transition, c'est un mouvement qui est en provenance d'Angleterre,
qui vise à faire face aux effets conjugués du réchauffement climatique et du pic de pétrole. Il y a un village en Alsace, à côté de Mulhouse, Ungersheim, qui est village en transition, qui ont fait vraiment des choses magnifiques. Ils ont 11 initiatives concrètes. Donc si vous avez l'occasion de passer à Ungersheim, voilà, allez voir ce qui se fait à Ungersheim. Si vous n'avez pas l'occasion d'y passer, il y a Marie-Monique Robin, son dernier film, c'est Sacré Village sur Ungersheim, où donc il montre ce qui est mis en place au niveau de la transition. Les Colibris, donc c'est le mouvement de Pierre Rabhi, qui défend un mode de vie respectueux de l'homme et le développement d'une agriculture écologique préservant les ressources naturelles. Les mouvements slow, donc, qui viennent d'Italie, Slow Food, Ville Lente, qui défendent un mode de vie plus lent, comme j'ai dit, afin de recréer du lien entre les hommes et d'améliorer la qualité de vie. Quel futur pour l'humanité? Donc on a parlé du rapport qui avait été commandé par le Club de Rome, là, ces 3 scientifiques du MIT. Donc c'était des scientifiques des systèmes. Ils ont essayé de modéliser informatiquement différents paramètres avec des hypothèses, parce que personne n'a de boule de cristal, donc des hypothèses basées sur les choix politiques. Donc ce rapport donc, a été commandé en 1972, il a été révisé 2 fois depuis, en 1993 et en 2004. Et la tendance générale n'a pas trop changé. Et donc, sans changement politique, il prédit un dépassement des limites et l'effondrement de l'économie, de l'environnement et de la population. Donc on voit là, voilà. Alors de nouveau, ces scientifiques, ils ont émis différentes hypothèses. Celle-ci, par rapport au choix politique, celle-ci c'est celle qui leur semble le plus vraisemblable. Je ne vous prédis pas l'apocalypse, hein, pas du tout, je vous montre juste ce que prévoient ces scientifiques. Donc c'est un effondrement de l'économie à partir de 2030 à peu près. Hein, donc ils ont modélisé aussi bien l'évolution de la population, l'économie, l'exploitation des ressources, l'impact de la pollution. Donc se pose la question des besoins fondamentaux. Donc Maslow en 1943 avait fait la pyramide des besoins fondamentaux. Donc on ne passera pas à côté de redéfinir nos besoins entre ceux qui sont fondamentaux et qui permettent à tous de vivre et ceux qui ne le sont pas. La consommation, autre que celle servant à satisfaire les besoins fondamentaux, crée des frustrations et de la dépendance. J'aime bien les petits dessins d'Andy Singer là, qui illustrent le journal de la décroissance. Donc on voit l'homme préhistorique qui ne suis pas heureux, et puis l'homme occidental qui croule sous les déchets et qui n'est toujours pas plus heureux. Alors certains instruments poussent à la surconsommation, donc Serge Latouche les appelle les pousses au crime. Donc c'est les premiers sur lesquels on doit agir. La publicité, on en a parlé, le crédit à la consommation. L'obsolescence programmée, donc qui a été interdite en France. Et le pire pour moi, le marketing, qui est bien différent de la publicité. Donc le marketing, c'est extraordinaire, hein. On arrive à vous faire changer votre smartphone en vous vantant des fonctionnalités ou un design, alors que le précédent donnait exactement le même usage. Donc le marketing est terrible, hein. Il fait des dégâts sans commune mesure avec l'obsolescence programmée. Il faut redéfinir la finalité du travail. Ruskin disait la suprême récompense du travail n'est pas ce qu'il vous permet de gagner, mais ce qu'il vous permet de devenir. Donc, de nouveau une petite image d'Andy Singer. Hein. Je déteste conduire, mais j'ai besoin d'une voiture pour aller au travail. Je déteste mon travail, mais je dois payer ma voiture. En Occident, on considère qu'on consacre 4 heures par jour à sa voiture.
Donc ces 4 heures, c'est le temps de travail pour la payer, c'est le temps qu'on passe dedans, c'est le temps qu'on passe à l'entretenir. Voilà. On a 4 heures par jour, 7 jours sur 7 qui sont consacrés à notre voiture. Dans les sociétés primitives, moins de 4 heures de travail par jour sont nécessaires pour subvenir à ses besoins. Le travail doit redevenir un moyen d'accomplissement. Est-ce que les problèmes qu'on a aujourd'hui ne sont pas liés dans la société occidentale à une absence de spiritualité religieuse ou pas? Moi je pense que oui. C'est aussi un clin d'œil sur le film En quête de sens, pour celles et ceux qui l'ont vu, qui est excellent. Pour les autres, je vous conseille de le voir. Les philosophes de l'Antiquité ont toujours prôné la sobriété. C'est plus trop d'actualité aujourd'hui, mais voilà, les philosophes antiques prônaient tempérance et modération. Donc, le plus connu, c'est Épicure, qui prônait la sobriété, la frugalité, la vie tranquille, sans ostentation. La différence entre le plaisir et le bonheur, donc ça c'est vraiment important. Le plaisir, on va le trouver dans la consommation, c'est quelque chose d'éphémère. On va le trouver dans les addictions. Alors que le bonheur, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher au plus profond de soi. Et puis l'ego est notre meilleur ennemi. Souvent, ce qui nous guide, c'est notre ego. Quand on veut acheter une voiture plus belle ou plus grosse que celle du voisin, c'est toujours l'ego qui est derrière. Donc il faut vraiment se poser des questions par rapport à notre ego. Le conflit entre les échelles de temps, donc il y a 3 échelles de temps. Le temps court de l'économie. Donc habituellement, je dis 2 à 3 ans, c'est le temps de retour sur investissement. Bon, des fois c'est un peu plus, puis des fois c'est beaucoup moins. Ça peut être le temps ultra court de la spéculation avec des robots qui passent des ordres d'achat et des ordres de vente en millisecondes. Donc aujourd'hui, ce qui guide notre société, c'est le temps de l'économie. Les choix politiques qui sont menés aujourd'hui sont guidés par le temps court de l'économie. Après, il y a le temps intermédiaire de la vie, donc ça, c'est les efforts qu'on est prêt à consentir pour ne pas mourir trop jeune. Quand on arrête de fumer, voilà, c'est parce qu'on voudrait bien ne pas mourir trop jeune d'un cancer des poumons. Donc ça, c'est les efforts qu'on est prêt à consentir au niveau de sa vie. Et puis la biosphère, elle, c'est un temps long qui se chiffre en centaines ou en milliers d'années. Donc aujourd'hui, les décisions qui sont prises, elles sont prises sur le temps court de l'économie, alors qu'elles devraient être prises sur le temps long de la biosphère. Les 3 moyens d'action qu'on a en démocratie, donc ça c'est vraiment important pour moi aussi de rester en démocratie. Alors rester, je ne suis même pas sûr que le terme soit exact, parce que je ne suis pas sûr qu'on est encore en démocratie. Et je pense que rien ne serait pire qu'une dictature verte. Donc les 3 moyens d'action, c'est l'éducation, qui permet la prise de conscience et provoque les changements de comportement. C'est ce qu'on fait ce matin. C'est ce qu'on aurait souhaité faire en intervenant dans les écoles, mais on a refusé notre demande d'agrément. La fiscalité qui incite au bon comportement, et la loi qui réglemente les mauvais comportements. Donc voilà les moyens d'action en démocratie. Il n'y en a pas 36 000, il y en a 3. On va parler un petit peu de la remise en cause du progrès. Donc voilà, le progrès doit être au service de l'homme et pas au service des intérêts d'une minorité. La recherche est financée par les universités, les organismes de recherche publics, mais aussi en grande partie par le secteur privé et de plus en plus, à condition que le résultat soit facilement commercialisable. Le progrès scientifique n'existe donc en grande partie que dans le but d'être commercialisé par l'industrie. Donc, par exemple, la recherche sur le cancer devrait être réorientée sur les causes et plutôt que sur le traitement. Aujourd'hui, la recherche sur le cancer est à 100% sur le traitement. On ne se pose aucune question sur les causes. Il va y avoir besoin également d'une évolution de notre régime alimentaire. Dans les pays occidentaux, notre régime alimentaire est beaucoup trop carné. Donc ça a un impact majeur sur notre empreinte écologique. On l'a vu, si vous vous souvenez du camembert, là, de la répartition de l'empreinte écologique à Toulouse. On voit que l'alimentation a un impact important sur notre empreinte écologique.
Donc pour 1 kg de viande bovine, il faut 7 kg de céréales. Ça peut même être plus. Hein. J'ai vu des études qui allaient jusqu'à 15. Ce que je sais également, c'est que pour 1 kg de bœuf, il faut 1 litre de pétrole dans l'agriculture productiviste d'aujourd'hui. Pour les engrais, pour la transformation. Et il faut 15 000 litres d'eau. Donc si on veut à la fois faire baisser notre empreinte écologique et permettre à tout le monde de manger à sa faim, ben, il faudra que notre régime alimentaire aille vers un régime végétarien. Donc on a vu que le PIB, voilà, c'est l'indicateur phare d'aujourd'hui, mais qui ne prenait pas en compte beaucoup de choses, qui n'étaient pas judicieux. Donc on aura besoin aussi de développer de nouveaux indicateurs à la place du PIB. Il y en a déjà qui existent. L'indicateur de développement humain qui a été créé par le Programme des Nations Unies pour le développement en 1990, qui se base sur 3 critères, l'espérance de vie, l'éducation et le niveau de vie. Le PIB équitable et durable, le bonheur national brut du Bhoutan. Le problème n'est pas technique. Il y a eu des questions là-dessus précédemment. Là. Le problème n'est pas technique. On a tout ce qu'il nous faut aujourd'hui pour être heureux. On n'a pas besoin de plus de technique. Et j'aime beaucoup la citation d'Einstein, on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. On est typiquement là-dedans aujourd'hui, c'est que on essaye de nous faire croire que c'est avec ce qui a généré les problèmes d'aujourd'hui qu'on va les résoudre. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Nous avons tout ce qu'il nous faut aujourd'hui pour régler nos problèmes environnementaux, économiques et sociaux. Donc pour faire simple, le développement durable, c'est le développement de l'efficacité. Et puis la décroissance soutenable, c'est la sobriété. Donc on a besoin non seulement d'efficacité, mais on a besoin surtout de sobriété. Ça fait des décennies qu'on fait du développement durable et on n'a jamais pollué tant qu'aujourd'hui. Donc on voit bien l'impasse du développement durable. Donc c'est par la combinaison de la sobriété et de l'efficacité qu'on pourra revenir à une empreinte écologique soutenable. Donc 1 en termes de planète, si on parle en planète, 1,6 en hectares aujourd'hui si on parle en hectares. Et là, pour illustrer, on a mis l'exemple du scénario qui est défendu par Negawatt sur l'énergie, donc où il propose par rapport à la solution actuelle de faire un mix de sobriété, d'efficacité et d'énergie renouvelable. Alors, toute vérité passe par 3 étapes. Donc ça, c'est Schopenhauer. Il dit d'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Et ensuite, elle est considérée acquise par tout le monde. Donc l'exemple qui est donné, c'est l'héliocentrisme, le fait que la Terre tourne autour du Soleil et pas le contraire. Si aujourd'hui, vous vous promenez dans la rue, vous demandez aux gens la Terre qui tourne autour du Soleil ou le Soleil qui tourne autour de la Terre, tout le monde vous dira que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc c'est considéré par acquis par tout le monde. Par contre, si vous demandez aux gens d'expliquer pourquoi, je vous promets que vous aurez beaucoup de difficultés. Eh bien, pour l'impossibilité d'une croissance infinie dans un monde fini, c'est pareil. Voilà, il y a eu une phase où quand la décroissance a été découverte, on a vu dans les années 70, où il y a eu une phase où elle a été moquée. Aujourd'hui, elle est fortement combattue. Et en fait, je suis persuadé que dans quelques décennies, ça sera considéré par acquis par tout le monde. Le but, c'est que ce temps-là, où elle est combattue, ne dure pas trop longtemps. Parce qu'en démocratie, pour qu'on puisse agir, il faudra au minimum que 50% de la population, de ceux qui votent, en soient convaincus. Tant qu'on n'aura pas 50% des votants qui seront convaincus de ça, rien ne changera. Si nous ne choisissions pas la décroissance soutenable, la nature nous imposera une décroissance brutale. Donc empreinte écologique supérieure à 1, épuisement des réserves non renouvelables, catastrophes naturelles, pénurie de ressources, effondrement de l'économie, guerre,
sans être, sans prédire l'apocalypse, l'atterrissage risque d'être brutal. Les avantages d'une société plus sobre, donc une réelle protection de l'environnement, une réduction des inégalités, une réduction du temps de travail, la satisfaction d'un travail ayant du sens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en souffrance dans leur travail, une diminution des maux de la société occidentale et une confiance en l'avenir. Il faut faire baisser la productivité, on n'a pas d'autre choix. Voilà, j'ai terminé.